Bon, alors bienvenue tout le monde à cette conférence sur les impacts sur la santé humaine et animale qui sont liés aux éoliennes. Alors, on a avec nous aujourd'hui Madame Sue Berger, qui est écrivain, qui est auteur et qui a travaillé sur plusieurs sujets au niveau de la santé, qui a travaillé sur d'autres sujets comme lanceur d'alerte à d'autres niveaux qui touchent la santé, qui est aussi l'auteur du livre Le Prix du vent. Un très beau et bon livre qui, dans le fond, c'est une enquête, un recensement de toutes les plaintes qui ont été, ben, peut-être pas toutes, là, mais beaucoup de plaintes qui ont été faites au niveau de la santé humaine et animale en France. Et on a avec nous aussi Stéphane Lebéchec, qui est agriculteur en France, en Bretagne, en bord de mer, et qui a perdu la majorité, ben, je pense la totalité, on peut dire, de son troupeau dans les dernières années. Ça fait 1 an et demi qu'il n'a plus de bêtes et qui vient témoigner avec Sioux de la situation. Donc, je vais laisser la parole à Sioux pour démarrer la conférence et on va garder un temps de questions à la fin, un 15 à 20 minutes. Là. Vous pouvez écrire au fur et à mesure vos questions dans le chat. Moi, je pourrai les lire. Puis à la fin, vous pourrez aussi lever la main puis poser la question de vive voix là, si vous préférez. Les deux options sont possibles. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Sue. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec nous. Bonjour, bonjour à tous et bonjour au Québec. Merci de nous accueillir dans cette salle virtuelle. Alors, je vais essayer de vous raconter un petit peu mon parcours et puis mon combat euh, pour essayer de faire en sorte que ce message soit compris de tous. Et je suis très heureuse qu'aujourd'hui, cette conférence soit retranscrite et retransmise également sur Facebook, ce qui va, je pense, peut-être essayer d'aider nos deux pays. Une petite seconde. Voilà, j'ai eu un appel de Zoom. Euh, je vais vous raconter mon parcours et puis je vais vous expliquer un petit peu pourquoi Stéphane est avec moi. Et ensuite, comme Janie vous l'a dit, ça sera ouvert aux questions. Mon aventure commence en 2018, mais tout d'abord, je voulais en deux mots vous expliquer quel est mon métier, parce que c'est important. Je suis écrivain de métier en France. Je dis écrivain de métier parce que j'écris en fait pour les éditions Hachette et j'écris des livres de bien-être, des livres qui sont liés à l'écologie, à la santé. Et au départ, j'ai toujours été touchée par ces sujets-là, mais rien ne me prédisposait à écrire sur la question de l'éolienne. J'écris aussi pour des médecins. Donc c'est moi qui suis le prête-plume, le porte-plume de ces personnes-là. J'habite en région parisienne, mais également en Auvergne. Alors l'Auvergne pour la France, c'est, si vous voulez, une région montagneuse. Il y a beaucoup d'élevage. C'est un élevage qui est traditionnel, qui n'est pas intensif, avec des animaux qui sont en liberté dans les prés, avec un environnement, on va dire, plutôt préservé. C'est ma région de naissance. Et c'est là que j'ai été confrontée pour la première fois en 2018 à l'apparition des parcs éoliens. Comme je suis donc journaliste et écrivain de métier, eh bien, j'ai décidé par curiosité de voir si il y avait un lien et une comment dire, peut-être pas un lien, mais d'aller voir de moi-même quelle était la réalité par rapport au message gouvernemental qui était annoncé, à savoir, eh bien, quelque chose qui est écologique, quelque chose qui est vert, quelque chose qui va nous aider à sortir de la crise énergétique de façon éthique et écologique. Je me suis donc rendue sur les parcs les plus proches de chez moi, et notamment à Saint-Saury dans le Cantal. Et puis, j'ai commencé à interroger les gens, les habitants qui habitent au pied des parcs. Les premières choses que l'on m'a dites, évidemment, on m'a parlé du bruit, de la question du bruit, de la question de différentes gênes, comme le fait de ne plus avoir la télé, par exemple. Mais ensuite, ce qui m'a interpellée, c'est que différents agriculteurs sont venus à moi pour m'expliquer qu'ils avaient des problèmes sur leurs troupeaux. Alors, je vous avoue qu'en 2018, j'ai pas trop cru, mais je prenais des notes et je me suis rendu compte que les mêmes paroles des agriculteurs étaient identiques
que ce soit dans telle ou telle petite région autour de chez moi, j'obtenais les mêmes remarques, avec notamment des problèmes de bétail qui refusaient d'aller boire à l'abreuvoir, qui reculaient, comme s'ils se prenaient du jus, en fait, de l'électricité, et qui, donc, comme ils ne buvaient pas, avaient des problèmes ensuite de santé, avec des problèmes de production laitière qui étaient en baisse. Et puis, donc Stéphane vous expliquera tout à l'heure mieux que moi tous les symptômes que j'ai commencé à recenser. Alors ensuite, l'aventure a pris de l'ampleur parce que j'ai décidé de poster en fait un premier témoignage d'un agriculteur sur Facebook. Et ce qui s'est passé a dépassé en fait le cadre de ma petite région de campagne, puisque c'est un petit peu comme si j'avais tiré sur une énorme pelote de laine non apparente pour les médias en fait, et qui n'était pas du tout retranscrit dans la presse française, parce que des agriculteurs de la France entière ont commencé à m'écrire pour me dire exactement la même chose que ce que j'avais remarqué sur le terrain. Alors j'ai commencé à affiner, j'ai réalisé petit à petit une sorte de tableau Excel avec des colonnes où je marquais notamment les effets cocktails avec une augmentation des symptômes plus le parc était grand, s'il y avait une ligne à haute tension à côté, s'il y avait une antenne relais à côté, si par exemple la ferme était placée en contrebas par rapport aux éoliennes, il y avait une accentuation des symptômes avec plus de décès de vaches, etc. etc. Et puis, c'est en 2020 que j'ai été contactée par l'ANSES. Alors l'ANSES, c'est l'organisme de santé publique en France qui finit par s'intéresser quand il y a des lanceurs d'alerte qui donnent l'alerte, et donc ils finissent par s'intéresser à tout ça. Et donc, j'ai été auditionnée en février 2020 par l'ANSES. J'ai créé un PowerPoint pour eux en leur expliquant la question de la santé animale. Les animaux jouent un rôle de sentinelle dans cette question-là, parce qu'évidemment, la question se pose également sur l'humain. Mais en France, dans les médias, ce qui est dit, c'est que les gens qui disent qu'ils ont des problèmes de santé, notamment de migraines, d'acouphènes, de vertiges, au pied des parcs éoliens, eh bien, on leur dit que c'est psychologique. Alors, l'intérêt d'interroger les vaches, c'est qu'une vache, elle n'a pas de problème psychologique. La vache, elle ne ment pas. Si elle est plus sur ses pattes, c'est qu'il y a une réalité. Et donc, en 2020, j'ai nourri un sacré bel espoir en me disant que voilà, j'avais été entendue. Donc, quelques mois plus tard, 6 mois plus tard, il y a eu le résultat de l'enquête qui avait été faite, et ce résultat a été plutôt décevant, puisque l'ANSES préconisait simplement qu'une étude soit réalisée. Alors moi, j'avais cru que c'était l'étude, eh bien non, c'était une étude qui était demandée sur une étude, et ça, on le remarque dans les fermes qui sont impactées, avec des agriculteurs qui essayent de se battre dans ce sens-là, puisque par exemple, je veux donner comme exemple le témoignage d'un agriculteur à qui l'ANSES a proposé qu'on place chez lui des caméras. Alors, ce n'est pas exactement l'ANSES, c'est le GPSE, Groupe pour la sécurité électrique en France, mais c'est un organisme qui est officiel. Donc, on a placé des caméras chez lui. Les symptômes ont été officiellement observés. Et effectivement, le Groupe pour la sécurité électrique a dit qu'il y avait réellement un problème. Alors cet agriculteur, il était tout content parce qu'il avait été entendu, et donc il a été convoqué et on lui a dit écoutez, ce qu'on va vous proposer, c'est une étude de 3 années supplémentaires pour observer votre troupeau. Voilà, donc on est confronté à ça. Alors, ce que j'ai fait, parce que le travail que j'ai réalisé, il sortait pas des réseaux sociaux. J'avais l'impression que je comptabilisais les vaches mortes, je comptabilisais les emplacements où il y avait des problèmes, etc. Mais j'avais l'impression que ça sortait pas des réseaux sociaux. C'est pour ça que j'ai utilisé mon savoir-faire d'écrivain. Je me suis fait aider par Stéphane pour la partie agricole et la partie élevage du livre, et puis également par un ingénieur pour la partie explicative des symptômes, et notamment de pourquoi éventuellement, quelles sont les pistes, je vais y venir, possibles sur les problèmes qui sont rencontrés.
Et donc, j'ai réalisé donc, le livre Le Prix du vent. C'est un roman graphique et le but du roman graphique, c'est que ce soit compréhensible par tous. Donc, l'idée, c'est que ce soit utilisable par les associations. Et donc, j'ai par exemple réalisé des fiches explicatives pour essayer de montrer, mais encore une fois, je précise, je ne suis pas scientifique, je n'ai pas fait de recherche, je ne suis pas chercheur, simplement, j'ai proposé des pistes pour les explications notamment électriques, du pourquoi les éoliennes posent un problème vis-à-vis des vaches. Alors, je vais essayer de l'expliquer en quelques mots et ensuite, je donnerai la parole à Stéphane qui placera, si vous voulez, une voix vivante sur ce que je dis et vous parlera plus précisément de la santé des vaches. Alors, dans le livre, vous allez voir apparaître, et je vais les expliquer, des planches comme ça. Vous voyez, il y a des planches explicatives qui expliquent pourquoi les éoliennes et les vaches, ça ne fait pas bon ménage. Et notamment, la question, elle va se placer en termes de hauteur. Alors, l'éolienne, elle est très haute. Et de par sa hauteur, donc dans le livre, j'ai pris Notre-Dame de Paris. Alors, ce n'est pas au Québec, mais Notre-Dame de Paris, en plus, comme elle a été incendiée récemment, tout le monde connaît. Donc, si par exemple, on place une ampoule au sommet de Notre-Dame de Paris et qu'on tend un fil, de par sa hauteur, et pourtant, Notre-Dame de Paris est bien plus basse qu'une éolienne, qui fait en moyenne 200 mètres de haut, et bien, de par sa hauteur, l'ampoule, par l'électricité statique qui est générée par la hauteur, va s'allumer d'elle-même. Donc, il y a une électricité dans la hauteur de l'éolienne qui est là, qui est présente. Ensuite, et je l'explique avec mes mots, il y a le phénomène que j'ai appelé, avec l'aide de l'ingénieur, le phénomène des guirlandes de Noël. Le phénomène des guirlandes de Noël, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le fait qu'on place une usine éolienne, une usine électrique, pardon, l'usine électrique, c'est une éolienne qui est plantée, et puis, quelques 500, 800, 1000 mètres plus loin, on en place une autre, et ainsi de suite sur des kilomètres. Les éoliennes sont reliées entre elles comme des guirlandes de Noël. Vous voyez, une ampoule, elles sont reliées entre elles. Et chaque éolienne est reliée à la terre par une mise à la terre, à sa mise à la terre propre. Alors, si vous avez quelques souvenirs d'explications simples de vases communicants de votre école primaire, vous savez que quand on met dans les vases communicants de l'eau, eh bien, il va y avoir une volonté d'équilibre de l'eau. C'est le principe du jet d'eau. Si on met de l'eau à cette hauteur-là et de l'eau à cette hauteur-là, ici, il va y avoir un jet. Pour l'électricité, c'est la même chose. Les mises à la terre vont vouloir s'équilibrer entre elles. Ce qui va créer une forte tension dans le sol, puisqu'il va y avoir des tensions entre les différentes mises à la terre, puisque aucune d'entre elles ne va être identique. Donc, dans les sols, on va retrouver une électricité et des courants vagabonds qui vont être très importants, à la fois quand l'éolienne n'est pas en fonctionnement et à la fois quand l'éolienne se met à fonctionner, ce qui évidemment empire la situation. Alors, j'ai constaté sur certains terrains, comme sur les sols de la Bretagne, où habite Stéphane Le Béchec, ou sur les sols d'Auvergne, qui sont des sols qui ne sont pas conducteurs en électricité, j'ai constaté une augmentation de cette situation. Pourquoi? Alors, vous allez me dire, si ce n'est pas conducteur en électricité, c'est mieux. Eh bien non, parce que lorsque les sols ne sont pas conducteurs en électricité, eh bien, l'électricité va chercher un chemin. Ce chemin, elle va le trouver dans les failles de la roche. Et qu'est-ce qu'on va trouver dans les failles de la roche qui va chercher à passer aussi dans la faille de la roche? Eh bien, on va trouver de l'eau. Donc, vont s'engouffrer au même endroit l'eau et l'électricité. Et si par malheur, vous avez dans cet endroit une ferme qui elle-même a une mise à la terre, qui elle-même a de l'électricité, avec donc un champ électrique qui est différent de ce qui est autour, eh bien, la vache, elle va se trouver au milieu de tout ça et ça va créer un beau bazar. Et la vache, elle va se manger de l'électricité dans tous les sens.
Alors, il y a aussi la question des champs électromagnétiques avec un phénomène de vibration des pales qui est encore plus complexe et que j'essaye d'expliquer dans le prix du vent. Encore une fois, je précise, ce que je dis là sont des pistes explicatives et des pistes pour lesquelles, grâce au prix du vent, qui est une sorte de bouteille à la mer, j'essaye de faire en sorte que les autorités, les pouvoirs publics se mobilisent pour essayer de faire de véritables recherches, car je ne suis pas chercheur, je ne suis que lanceur d'alerte. Je voudrais préciser également quelque chose d'autre avant de laisser la parole à Stéphane. En 2009, donc bien avant tout ça, j'avais, au cours d'une enquête pour un livre, enquêté et interviewé un monsieur qui s'appelle Henri Pézra et qui était donc le lanceur d'alerte de l'amiante. Alors vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec les éoliennes, mais je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Henri Pézra, c'est un monsieur que j'ai eu la chance de rencontrer juste avant son décès et qui m'a expliqué quelque chose de crucial qui m'a bien aidé par la suite. Il m'a dit, voilà, vous savez, moi je suis scientifique et la difficulté la plus importante que j'ai eue, c'était de faire reconnaître que l'amiante était un poison. Parce que tant que l'amiante n'était pas reconnu comme poison, eh bien, il n'y avait pas de problème puisqu'il n'y avait pas de poison. Actuellement, en France, le problème des champs électromagnétiques, le problème des courants qui sont déposés dans le sol et le problème sur les vaches n'est pas reconnu par les organismes de santé publique actuellement en France. Par conséquent, nous essayons de dénoncer quelque chose qui n'existe pas. Je ne sais pas si vous avez suivi le lien avec l'amiante. Donc, ce que je veux, ce que j'essaye de faire avec Stéphane, c'est de faire en sorte que ce problème soit reconnu pour que les agriculteurs soient indemnisés, pour qu'on arrête de déplacer les fermes, parce qu'actuellement, c'est ce qu'on fait. Quand il y a un problème, il y a certains départements qui proposent de déplacer des fermes au lieu de gérer le problème. Pour qu'on arrête d'installer à tout va des éoliennes, que ce soit en mer ou sur terre, et que les éoliennes, il n'y ait pas d'études de fait au préalable. Pas d'études, pourquoi? Parce que quand il n'y a pas de problème, quand le problème de santé n'est pas reconnu, eh bien, il n'y a pas d'enquête. Alors, vous voyez, le poisson se mord la queue, parce qu'on me dit, vous n'êtes pas scientifique, ce que vous dites, ça n'est pas reconnu, mais pour le faire reconnaître, il faut qu'il y ait des gens qui disent, nos vaches meurent. Et les vaches qui meurent, eh bien, le problème, c'est qu'elles n'ont presque pas de voix pour être entendues. Et Stéphane, à qui je vais laisser la parole maintenant, va vous expliquer pourquoi et comment on fait taire les agriculteurs en France. Stéphane, je te laisse la parole. Merci. Vous m'entendez là? Moi, vous je m'entendez? t'entends. Oui. Comment... Bonjour à tous et je vous remercie de nous accueillir ce soir. Moi, je suis agriculteur donc à la pointe de la Bretagne. En fait, je suis entouré de mer tout autour. Je me suis installé en 2016. J'ai perdu à ce jour 274 bêtes avec donc des ondes et des champs magnétiques. Alors, les éoliennes, le problème, c'est que le souci que j'ai, moi, les éoliennes, elles sont à 10 km de chez moi. Mais j'ai un impact quand même. J'ai des ondes avec les lignes haute tension, les antennes relais, les panneaux solaires et tous les transformateurs. Le souci qu'on a, quand j'ai découvert dès le départ que j'avais un souci dans mon exploitation, les services sanitaires en fait mettent une pression terrible sur les gens, et entre autres sur moi, j'étais le premier. En fait, on nous demande déjà quel métier on a fait avant, si on nourrit bien nos bêtes. On va plus loin que ça, on nous dit surtout de ne pas parler de ce qui se passe chez nous, entre autres les services sanitaires, pour surtout pas à la presse, autrement on nous enlève notre troupeau pour maltraitance. Tous les menaces sont bonnes. En fait, les banques, on ne peut pas leur parler qu'on a des soucis parce qu'on n'aurait pas les prêts, on n'aurait pas les aides financières qu'on aurait besoin. Les fournisseurs d'aliments, les coopératives, ça serait pareil. Les laiteries, si on dit qu'il y a un problème, ben, ils ne prennent plus le lait. Et tout ça s'enchaîne. Et le souci qu'il y a, c'est que c'est très, très violent. On a tellement de mal à y croire que même quand on le vit, on se dit que ce n'est pas possible. Moi, j'ai vu jusqu'à 9 bêtes par terre le lundi de la Pentecôte 2019. J'avais 3 de mortes et 6 à relever. On a un impact sur les animaux qui est impressionnant. J'ai fait des vidéos même d'un veau à mourir. Il est mort en 37 minutes, il a explosé. Donc, c'est des hémorragies.
des AVC, des crises cardiaques. Et en fait, quand on fait les autopsies, on découvre que tout l'intérieur des bêtes sont explosés. En fait, comme des hématomes partout à l'intérieur et comme des coups de cutter dans les parois internes des animaux. Alors, c'est ce que dit Sioux, hein, en fait. Moi, j'ai participé à 12 autopsies. Toutes les bêtes sont mortes en bonne santé. Les pouvoirs publics aujourd'hui et les services sanitaires ne veulent pas chercher ce qui se passe. Parce que aujourd'hui, on a tellement avancé sur le sujet, on a tellement recueilli de témoignages, et puis moi, je me suis déplacé comme Sioux, hein, de ferme en ferme. J'ai fait toute la France, je veux dire, presque pour aller voir les fermes. L'impact sur le vivant, c'est impressionnant parce que moi, j'ai pas de grenouilles, je suis au bord d'un ruisseau, j'ai pas de grenouilles, j'ai pas de limaces, j'ai pas d'escargots, j'ai pas d'insectes, il n'y a plus de vie. Vous mettez 3 boussoles dans ces champs magnétiques où je suis, vous avez 3 nord différents. Les cartes électroniques n'arrêtent pas de griller. On est dans des situations où on se bagarre. Moi, j'ai rencontré 7 fois le ministre de l'Agriculture, j'ai rencontré le président de la République le 25 février dernier. Et puis, tant qu'on ne le vit pas, on n'y croit pas. Alors, la question on en a parlé juste avant le Zoom, mais comment se fait-il qu'en France, l'information ne passe pas plus que ça? L'information, c'est voulu que ce soit pas diffusé. En fait, même entre agriculteurs, déjà, on ne se parle pas. Il y a une concurrence qui est quand même assez impressionnante. Pour vous dire, le 25 février, j'ai rencontré le président au Salon d'agriculture. On a été 10 minutes en direct sur toutes les chaînes télé nationales, même peut-être internationales, mais les médias avaient interdiction de diffuser ce qu'on disait. Donc, on a été filmé, on a été vu par tout le monde, mais ce qu'on a dit n'est pas passé sur les chaînes télé. C'est affolant parce que quand on voit ça, on se dit, bon, pourquoi avoir rencontré 7 fois le ministre? Alors si, ça aboutit à des choses. Aujourd'hui, en France, ils ont déclenché une étude au niveau de l'INRA pour faire les études sur les ondes et les champs magnétiques. Cette étude-là va être suivie pendant 6 ou 7 ans. On aura les résultats dans 8 ans. Mais pendant ce temps-là, on implante des éoliennes à tout va, des antennes à tout va, et surtout, on n'étudie pas le sol et l'impact que ça peut avoir sur les exploitations. On a une étude qui vient de sortir du ministère de l'Agriculture, qui est sortie il y a 15 jours. C'est une enquête publique pour tous les agriculteurs. En fait, on l'a découvert par les réseaux sociaux. Il y a 2 départements en France qui ont diffusé cette enquête. C'est quand même le ministère de l'Agriculture qui le demande, et toutes les instances sanitaires, chambre d'agriculture, tout ce qui est sanitaire, direction départementale de la population, protection de la population, les services sanitaires, personne n'a transmis cette enquête publique aux agriculteurs. Cette enquête-là, pour moi, elle avait plusieurs choses. C'est qu'on pouvait se tirer une balle dans le pied, mais l'idée, je pense que c'était un recensement des victimes. Et comme il y aura peu de monde à répondre, puisque en fait, c'est que les réseaux sociaux qui ont diffusé cette enquête-là, c'est pas sérieux, c'est voulu. Et là, on va en retomber comme finalement, de toute façon, on nous l'a dit plusieurs fois, il n'y a pas de problème à l'étranger, donc il n'y a pas de problème en France. Maintenant, on se rend compte que le fait d'avoir été à l'étranger, entre autres en Bulgarie avec Sioux, on a été contacté un petit peu partout. Moi, je viens d'apprendre en Islande, en Allemagne. Enfin, il y a des problèmes partout. Alors, il semblerait qu'en France, on a de l'avance sur ce qu'on a découvert. Maintenant, les explications, on ne les a pas. Moi, il y a 10 jours encore, j'ai été sur une exploitation que des jeunes qui m'ont appelé parce que les bêtes, ça y est, ça tombe comme des mouches. Et en fait, on a une autre problématique, c'est que quand ils creusent le terrassement pour les éoliennes, encore une fois, cette fois-ci, ils ont creusé la nappe phréatique. Et en creusant cette nappe phréatique, en fait, on se rend compte que leur exploitation, alors on ne trouve pas de faille à aller sur cette exploitation, mais si on regarde les cartes géologiques, on tombe sur le pied de l'éolienne et on arrive sur l'exploitation, c'est la même nappe, donc le courant est partout. Donc c'est mort, c'est foutu. Et quand on dit on déplace les bêtes, c'est bien joli. On a un exemple qui est sur l'est de la France. Il a déplacé ses bêtes, il devait réussir à racheter cette ferme-là, ça grandir en même temps, et finalement il est de retour chez lui. Et là aujourd'hui, le GPSE, le groupement permanent de sécurité électrique, là, leur finance une dalle béton, il va coûter 110 000 €,
avec une prise de terre qui sera faite à 2 km. Mais ce n'est pas sérieux. On est en train de mettre des pansements sur des jambes de bois. Et aujourd'hui, ben moi, on n'a pas échangé avec Sioux depuis qu'on est revenu de Bulgarie. Mais je suis plus dépité encore qu'avant parce qu'avant, on avait l'impression qu'on avançait. Moi, j'étais super content. On a rencontré cette fois le ministre, on a rencontré le président. Le président nous a dit qu'il fallait qu'on soit indemnisé. Tout roulait, quoi. Mais non, aujourd'hui, tout est fait pour nous faire taire. Et ça, à l'étranger, parce que les médias français ne sont pas diffusés à l'étranger. Alors, je pense, enfin, ce qui me concerne, et je pense que tu es d'accord avec moi, c'est le message qu'on veut passer, c'est qu'à l'étranger, il y a des problèmes, on le découvre aussi, on a les mêmes problèmes, on a peut-être de l'avance chez nous, mais on ne sera pas entendu. Donc, l'idée, c'est faire ce que vous faites ce soir, et on vous remercie sérieusement parce que on a besoin de vous. Je voudrais, Stéphane, si tu permets, je voudrais rajouter Oui, deux bon, moi, choses par fini pour rapport à moi. la notion de l'étranger. Donc effectivement, avec Stéphane, nous sommes partis en Bulgarie. Notre objectif, c'était de montrer que le problème n'est pas, nous ne sommes pas un cas isolé. C'est ce qu'on essaye de faire en fait. On isole les pays pour faire croire en fait qu'il y a voilà, il y a une série de cas isolés uniquement. Je précise par rapport à ce qu'a dit Stéphane que nous avons en Bulgarie parlé à la télévision nationale et sur plusieurs plateaux télé et nous avons été accueillis par un comité d'accueil plus que musclé de promoteurs qui cherchaient à nous faire taire et qui était pour le moins assez impressionnant. Donc voilà, donc la réalité, c'est celle-là. Ça, c'est le premier point. Effectivement, voilà, il faut qu'on essaye de garder une énergie et je suis comme toi, Stéphane, après le retour en Bulgarie, j'y ai beaucoup cru parce que j'ai été convoquée à l'Assemblée nationale et je suis arrivée toute contente en disant ça y est, ça bouge. Et depuis, de nouveau, je n'ai plus absolument aucune nouvelle. Et concernant cette enquête qui est de nouveau en cours dont tu as parlé, eh bien, ce que je trouve dommage, c'est que je suis en possession d'un tableau Excel que j'essaye de mettre à jour. Stéphane a un carnet d'adresses long comme le bras avec des agriculteurs qui sont impactés, eh bien, nous ne sommes pas du tout contactés. C'est-à-dire qu'en gros, on a l'impression que on fait tout pour étouffer ceux qui pourraient vouloir parler. Voilà. Également, je précise par rapport à ce qu'a dit Stéphane, que j'ai recueilli de nombreux témoignages où il y a le bétail qui est saisi. Alors, la saisie du bétail pour maltraitance, eh bien, ce qui est compliqué à gérer ensuite pour l'agriculteur, c'est que l'agriculteur demande justice, demande réparation, mais le juge, lui, il demande des preuves, et comme le bétail a été saisi, il n'y a plus de preuves. Donc, c'est encore une fois une espèce de tourbillon dans lequel l'agriculteur se retrouve embourbé. Et c'est terrible d'essayer de vouloir survivre. Je précise aussi qu'en plus de ça, évidemment, il y a les problèmes financiers qui sont énormes. Donc, ces personnes, elles veulent essayer de s'en sortir et la plupart du temps, elles coulent et elles n'obtiennent pas d'aide, en fait. Voilà. Je crois qu'on a à peu près fait le tour et en tout cas peut-être que cette journée avec le Québec va peut-être nous remonter le moral et faire en sorte qu'on continue à diffuser cette information. Je pense, Stéphane, qu'on peut peut-être passer aux questions, à moins que tu veuilles y rajouter quelque chose. Oui, je veux rajouter quelque chose. Juste Oui. pour information, hein, là, on vient de parler des bêtes, mais sur l'humain, Oui. c'est pareil. Moi, j'ai fait un infarctus et aujourd'hui, beaucoup de personnes qui sont devenues… En fait, à force d'être dans les champs électromagnétiques, là, on devient électrosensible. Il y a une autre étude encore qui est en train de se faire au niveau de ça. Maintenant, avec l'ANSES, on ressent le courant partout où on passe. Donc, on a comme des orties, des brûlures comme des orties ou des éruptions cutanées. Et tout ça, oui, enfin, les bêtes, on le voit bien, elles meurent, mais nous aussi. Il y a pas, et la faune et la flore, tout le monde est dans le même panier et on est tous en danger. Et
je suis arrivé dégoûté par ce qui se passe, parce qu'en fait, on voit que c'est qu'une histoire d'argent, c'est pas autre chose, hein. C'est pas une histoire d'autre chose, c'est que l'argent à tout prix, au détriment des personnes, des animaux. Enfin, je comprends, je suis de plus en plus dépité, hein, moi j'avoue, hein. Janie, on te donne la parole. Oui, pour moi c'est bon. Merci beaucoup pour votre présentation. Je ressens la situation dans laquelle vous êtes de découragement de ne pas être entendu. Et en tout cas, moi, je suis très contente on puisse vous entendre, puis qu'on puisse se préparer à... Ben, nous, on a à faire un choix en tant que société actuellement ici. On a encore le choix. Donc, on espère qu'on va pouvoir faire un choix qui prend compte des risques potentiels. Alors que moi, ce que je comprends de la situation, c'est qu'il y a certains parcs éoliens où il y a pas de problème, d'autres où il y a des problèmes, puis d'autres où il y a des problèmes de plus en plus graves et que c'est pas très clair encore qu'est-ce qui cause. Oui, C'est le fait que les problèmes sont de plus en plus sévères. tout Donc, à c'est ça fait. que moi, je considère que dans notre région où on a encore le choix, on devrait être en mode de principe de précaution tant qu'on n'aura pas les détails Oui. précis de qu'est-ce qui cause ces problèmes-là. Et Effectivement, il y a des régions où il a fallu attendre de très nombreux parcs pour que les problèmes apparaissent. Et d'autres régions, vous avez, comme par exemple sur le parc des Quatre Seigneurs, il y a très peu d'éoliennes, à comparer par exemple par rapport à d'autres régions où il y a des milliers d'éoliennes. Il y a très peu d'éoliennes et il y a beaucoup de fermes impactées. Et ça, il faut absolument qu'il y ait des études de fait avant tout démarrage de quoi que ce soit. Pour en revenir, quand on dit, ça dépend comment on interprète les choses. Quand on dit il y a pas beaucoup de parcs qui impactent et beaucoup qui ne sont pas impactés, en fait, c'est 15% des parcs qui impactent, qui a impact sur le vivant, forcément. Alors après, quand on dit 15% qui impactent, donc ça veut dire quand même qu'il y a 85% qui n'y a pas de problème. Donc il est là le problème d'ajuster les 85 et 15, on va dire, parce que 15, ça paraît pas beaucoup, mais quand ça vous tombe sur la figure, c'est mort. Et puis surtout, 15% dans une région avec un sol justement à problème, bah là, le 15%, parce que c'est pas réparti de façon égale sur la France, de ce que j'ai constaté. Donc du coup, il y a des régions qui sont ravagées par les problèmes et d'autres moins. Et il n'y a pas d'études de fait, de toute façon. OK, donc ce que je comprends, c'est qu'il y a 15% sur la grandeur de la France, mais si on va dans une région où, par exemple, les sols ne sont pas conducteurs, j'ai vu dans votre livre, quand que le sol, c'est du schiste aussi, ça va être, il va y avoir plus de problèmes. Euh, Alors, ce sont des remarques qui sont complètement empiriques. Je vous donne un exemple. Un agriculteur m'appelle, il m'avait pas donné son adresse précise. J'avais uniquement sa commune et la commune était très vaste. Euh, donc, avant de l'interviewer, de prendre son témoignage, j'ai pris ma carte, j'ai placé les parcs éoliens, puisque ça c'est public, j'ai placé les parcs, j'ai regardé où étaient les cours d'eau et j'ai regardé où était le relief. Et en fonction de ça, je me suis dit, bon, si sa ferme est très impactée, elle est forcément en contrebas, elle est forcément vers un cours d'eau, elle est forcément à minima cernée à demi-cercle par les éoliennes, parce que c'est tout le temps comme ça. Eh bien, j'avais trouvé le hameau dans lequel habitait l'agriculteur. Avant Moi, d'avoir son adresse. uniquement par empirisme. Alors, n'allez pas me dire qu'un scientifique ne peut pas essayer d'étudier mieux que moi, qui ne suis que un écrivain intéressé aux questions de l'écologie. Voilà, il faut faire quelque chose. Moi, j'ai été beaucoup intéressée par différents faits dans votre PowerPoint. Est-ce que, j'imagine que vous nous donneriez la permission de le diffuser aux participants qui sont Oui, là, bien s'ils sûr, sont tout à intéressés? fait, tout à fait. Je vais Alors, vous le donner... PowerPoint Oui. que je vous ai envoyé, c'est le document que j'ai envoyé à l'ANSES. Donc, vous pouvez tout à fait le diffuser. Il peut être en complément de la bande dessinée. L'avantage de la bande dessinée, c'est qu'elle est plus, disons, pédagogique, peut-être plus simple, et vous pouvez réutiliser les planches entre associations de façon simple. Et on l'utilise également avec Stéphane pour, par exemple, prêter
données ou prêtées aux agriculteurs de façon à ce qu'ils comprennent facilement parce que en fait ça se feuillette bien et nous ça nous permet quand on fait une conférence d'apporter cette parole auprès de personnes qui ne se sont pas forcément déplacées pour une conférence et notamment auprès des agriculteurs. Juste une petite chose qui est importante aussi, parce qu'on parle des courants dans le sol et tout ça, mais on n'a pas précisé le courant que c'est. En fait, on ne parle pas du courant électrique qui allume votre lumière. C'est les courants continus, donc ce n'est pas le même. Et ce courant continu n'a jamais été utilisé au monde, en fait. C'est un courant… pour vous, on trouve, nous, dans nos sols, jusqu'à 1,4 V de courant, en courant continu. Les bêtes sont 10 fois plus sensibles. Donc, ça veut dire que même avec 500 millivolts, ça fait comme la pile carrée qu'on a appris à l'école pour mettre sur la langue. C'est la même chose, 500 millivolts. On ne parle pas d'1,4 V. Donc, à chaque fois qu'elles mangent et elles boivent, elles prennent une décharge comme quand on a appris à s'amuser à l'école pour apprendre l'électricité. Donc, on parle des courants continus, on ne parle pas du courant alternatif qui est pour l'alimentation électrique des maisons. Ça, vous avez le détail dans la bande dessinée sur ça. Donc, je rendrai disponible le PowerPoint à ceux qui sont intéressés. Moi, une chose qui m'a interpellée dans les données qui étaient là, c'est entre autres que quand les parcs éoliens sont arrêtés pour maintenance, là, les vaches vont mieux pendant le moment que c'est arrêté. Il n'y a plus de problème de santé. Le parc éolien recommence. Et donc, ça, c'est une preuve tout à fait que c'est causé par le parc éolien. Notamment, en plus de ça, cette preuve, elle peut être appuyée par le fait que certains agriculteurs ont des données très précises au niveau des laiteries et des productions laitières. Et donc, on voit bien que d'un point de vue chiffre, il y a une augmentation de la qualité du lait et de la production quand le parc est arrêté et une baisse quand le parc est en marche. Donc, ça, ce sont des choses qui sont simples à observer. Et l'autre donnée qui m'a frappé beaucoup, c'est l'empoisonnement aux terres rares qui, dans le fond, ce que je comprends, c'est que l'organisme a une capacité naturelle à se débarrasser des terres rares qui viennent de la pollution de l'environnement, de nos cellulaires, nos ordinateurs, notre technologie, et que quand on est sous l'effet des champs magnétiques ou en tout cas d'un parc éolien, notre corps perd cette capacité à se régénérer, à se débarrasser de ces poisons-là. Et là, ce que vous appeliez l'effet cocktail, alors il y a une augmentation énorme quand il y a un parc éolien et en plus des lignes de haute tension, là, l'organisme n'est plus capable de s'en débarrasser et c'est là qu'il y a des cancers qui se développent. C'est ça. L'effet cocktail, il est vraiment caractéristique. D'ailleurs, Stéphane l'a vécu lui-même puisqu'il a tout. Hein. Il a l'antenne relais, il a la ligne haute tension, il a les parcs éoliens. Donc, quand plus vous surajoutez de phénomènes de champs électromagnétiques et de phénomènes électriques autour d'une ferme, plus c'est catastrophique pour notre santé et pour la santé animale. Ce qui paraît assez évident, assez simple hein, de ce point de vue-là. Effectivement, le phénomène des terres rares, les terres rares sont étudiées comme un révélateur. C'est-à-dire que ce ne sont pas les éoliennes qui polluent aux terres rares, ce sont en fait, les terres rares, elles sont présentes partout, mais on a constaté qu'il y avait une augmentation dans les poils et les cheveux des agriculteurs qui sont à proximité de ces terres rares, comme s'ils ne parvenaient plus à éliminer tout ça, comme vous l'avez dit. Alors, Stéphane pourrait peut-être expliquer aussi, parce que l'élimination, elle se fait beaucoup par la partie intestinale de l'humain ou de la bête, et il y a pas mal de problèmes chez les animaux sur justement les intestins. Voilà. Moi, je suis contaminé aux terres rares comme mes bêtes, et ma maison d'habitation n'est pas sur l'exploitation, on est à 5 km. Mais mon épouse n'est pas impactée par les terres rares. Donc, en fait, c'est bien la situation géographique qui fait qu'on est contaminé. Alors, les terres rares, on en a sur les bêtes et tout ça. Alors, ça ne tient qu'à moi, mais je pense que ne pas me tromper. Avec le lait qui sont sur ces exploitations soumis aux champs magnétiques, en fait, on s'est rendu compte qu'on ne peut pas faire de yaourt. Il n'y a pas de bactéries dans le lait. Donc, le yaourt ne durcit pas. Et ça, c'est quand même une problématique. Et entre autres aussi, moi, j'ai constaté, parce que quand on a des bêtes et qu'on les envoie à l'abattoir, la viande ne ressuie pas. Donc, elle reste mouillée comme l'huileuse, on va dire.
Et du coup, les bêtes, elles sont saisies, elles sont inconsommables. Il y a beaucoup de choses quand même au niveau de tous ces indicateurs, parce que en fait, on a plein d'indicateurs. Et en fait, je vous le dis, on ne nous consulte pas. Alors, j'ai des écrits, moi, de certaines personnes bien placées dans le système, qui disent oui, mais aujourd'hui, on n'a pas les scientifiques qui ont la connaissance, on n'a pas les appareils pour mesurer ces impacts et tout ça. Et en plus, on ne veut pas nous écouter. Nous, on est toute la journée sur le terrain. Donc, c'est des signes qui ne sont même pas visibles qu'on voit quand ça va mal. Quand une bête va mal, quelqu'un qui passe comme ça ne peut pas le découvrir. C'est le vivant qu'on voit tous les jours, le comportement. Et en plus, les impacts, chez certains, c'est en semaine que ça arrive. Chez moi, c'était toujours le week-end à partir du vendredi midi. Donc, toutes ces choses-là, il y a des indicateurs. Moi, je viens encore avoir un éleveur qui me dit qu'est-ce qui se passe le 7 juillet tous les ans. Tous les 7 juillet, tous les ans, Enedis intervient sur le réseau et il y a un impact sur son élevage tous les ans. Et parce qu'il note ses consommations d'eau tous les jours. Et toutes ces données-là, on a une base de données énorme. Enfin, moi j'en suis convaincu. Et puis, il y a une autre chose, c'est que je fais partie malheureusement des rares agriculteurs qui se permettent de parler, parce que j'ai tout perdu, donc j'ai plus rien à perdre. Mais aujourd'hui, la pression, quand il nous reste encore une dizaine, quinzaine ou une vingtaine de bêtes, il y a une pression quand même pour maltraitance, et quand on est condamné pour maltraitance, ça coûte cher quand même. Et aujourd'hui, moi, je n'ai plus rien à perdre puisque j'ai tout perdu. Donc, maintenant, même Chiu peut le dire, pour avoir des gens à témoigner, des agriculteurs, ça devient de plus en plus compliqué. Et ça sera parce qu'il y a une pression des services de l'État. Alors, en France, on a une autre problématique par rapport à ce qui se passe. Parce que quand on a une nuisance, moi, j'ai un promoteur éolien qui est venu me menacer dernièrement, me dire oui, mais tu dis des choses où tu as du courant dans le sol. Ben, je lui ai dit oui, j'en ai. Montre-moi. Donc, en fait, moi, je lui ai montré comment je trouvais mon courant. Il avait un appareil tout neuf, il l'a mis au même endroit, il a trouvé la même chose. Je lui ai dit donc, n'importe qui est capable de trouver le courant que je te dis, mais il faut venir le voir. Donc, lui, il le sait maintenant. Il y a un promoteur éolien quand même qui est international. Mais ces choses-là, tant que. Quand on ne veut pas voir, on ne veut pas voir. C'est pas, je pense que c'est ça, malheureusement. Merci beaucoup. Je vais vous lire les questions qui ont déjà été écrites dans le chat. Alors, l'impact des courants parasites est-il le même pour les vaches, les volailles, les chèvres et le porc? Ou l'impact des champs magnétiques? Tu réponds, Stéphane? Enfin, pour moi, il est le même partout, parce qu'on a des élevages en poule, on a des élevages complets qui ne pondent plus. On a des chèvres qui meurent aussi. Oui. En porc, c'est le cannibalisme. Et en végétaire, mais je l'ai expliqué déjà. On a eu aussi, on a recueilli le témoignage d'un élevage de lapins également. J'ai recueilli témoignage d'élevage de lamas. Donc voilà, avec des chiens aussi, élevage de chiens aussi. Des chiens. Merci. Voilà pour la question. Il y a quelqu'un qui demande, il y a pourtant un avant l'éolien, les bêtes ne mourraient pas avant. La comparaison sera difficile ici puisque la majorité des vaches sont à l'intérieur. Mais je crois avoir compris que dans les stabulations, il y avait des problèmes aussi. Mais même au contraire, en stabulation, alors je vous donne un exemple là, qui est pas loin de chez moi. Un monsieur avait un problème dans sa stabulation. Les vaches se jetaient contre les parois et refusaient, ça c'est un classique, de se placer dans la stabulation à un endroit précis. Donc elles essayaient d'aller ailleurs et heureusement ce monsieur pouvait les faire sortir et les éloigner. Donc les bêtes dans les prés, elles se mettent ailleurs. Elles peuvent éventuellement, s'il n'y a pas trop de problèmes, se déplacer un peu. Les animaux en stabulation, si vous vous trouvez au mauvais endroit, ça peut être même pire, je pense. Et pour en revenir par rapport au bâtiment, il y a une évolution aussi par rapport à, même qu'on dit que ça ne bouge pas. Moi, j'étais du bâtiment. Mais en fait, de maintenant, les nouvelles structures qui sont faites, en fait, tous les bétons ont des treillis et c'est tous des treillis soudés et raccordés à une prise de terre. Et c'était préconisé en 2012 et maintenant, c'est imposé systématiquement. En fait, les constructions les
les règles de construction ont été modifiées depuis qu'on a interpellé. Ça se fait discrètement, mais on voit bien qu'il y a des choses qui Ça avance avancent quand un peu. même. Quelqu'un qui écrit un commentaire. Au Québec, nous avons surtout de l'hydroélectricité. Le problème de tension parasite a été reconnu. Le MAPAC, qui est le ministère de l'Agriculture, entre autres, là, je ne me souviens plus des autres lettres, pardonnez-moi, a publié un guide sur les tensions parasites en production laitière. Des tests sont faits à la ferme, transmis à un spécialiste et des corrections sont apportées. Je ne saurais vous dire si tous les problèmes sont maintenant résolus. Cependant, je peux avancer que depuis que les recherches ont été faites et qu'un service a été offert par des spécialistes, le problème a nettement diminué. Alors, en France, c'est un peu aussi ça, c'est-à-dire que après l'installation des lignes à haute tension en France, il y a eu la création du GPSE, de groupe pour la sécurité électrique. Donc, le phénomène, si vous voulez, il est connu. Quand il y a un problème à un endroit local, la particularité des éoliennes, c'est que ce sont des usines qui sont séparées entre elles. C'est la première fois qu'en fait, on installe dans le monde des usines électriques reliées entre elles et séparées entre elles. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça n'a rien à voir avec ce qui était autrefois. C'est-à-dire que même si vous imaginez, je ne sais pas, une centrale à gaz, le problème électrique, il est localisé à un endroit. Là, ça se diffuse sur plusieurs hectares. Et ça, par contre, le GPSE, pour l'instant, il ne sait pas trop gérer. Ou alors, il essaye de gérer à certains endroits, en essayant justement de mettre des rectificatifs, comme a dit Stéphane, sur la modification de certaines stabulations, etc. Mais au bout d'un moment, on s'aperçoit que trop, c'est trop, et que même en essayant de rebidouiller derrière, s'il y a trop de phénomènes électriques, on n'y arrive plus. On précise aussi que à la tête du GPSE, le financement est effectué par les promoteurs éoliens eux-mêmes, qui ne s'en cachent pas d'ailleurs, puisque ils l'ont dit dans une interview que j'avais diffusée, où Stéphane est dedans d'ailleurs, sur France 3, France Télévisions 3, où ils expliquent que si de toute façon ils ne finançaient pas, il n'y a pas grand monde qui finance ce type d'études. C'est d'ailleurs le commentaire de Denis Cyr qui dit « Je constate un dénominateur commun qui se dégage ici, peu d'études effectuées, donc informations disponibles nettement insuffisantes. » Oui, tout à fait. François Rousseau, avez-vous été en mesure de contacter d'autres agences que l'ANSES comme la FSSA ou ADEME? Alors, l'ARS, moi j'ai été contactée par l'ANSES, mais l'ARS est au courant. L'ARS, c'est une agence régionale pour la santé. Dans l'Aisne, il y a quelques 300 personnes qui se sont réunies pour déposer donc une plainte par rapport à la santé humaine en France. Et donc, sur ma page Facebook, vous trouverez l'article de journal à ce sujet. Donc, l'ARS est interpellée aussi. Je rappelle que l'ARS n'a pas dans son cocktail, sa liste de poisons, n'a pas la question des champs électromagnétiques. Donc, l'ARS ne peut rien faire, puisque, je vous redonne la comparaison avec l'amiante, si ça n'est pas dans la liste, on ne peut pas réagir. Pour l'instant, c'est ce qui on est en voilà, les études, nous dit-on, sont en cours de reconnaissance. Si vous voulez poser une question de vive voix, vous pouvez lever la main dans la section réaction dans le bas. Vous pouvez lever la main et je vais vous donner la parole. En attendant que des mains se lèvent, moi j'avais noté une question. C'est dans tout ce que j'avais lu jusqu'à maintenant, jamais j'avais vu l'information que ça touchait les insectes, les grenouilles. Vous avez parlé des limaces que vous avez plus auprès de votre cours d'eau. Ça, vous pensez que c'est lié aux champs électromagnétiques qui ont tué ce milieu de grouillant de vie? Vous avez dit c'est mort, il n'y a plus de vie. Moi, ça m'a interpellé tout à l'heure. Je laisse Stéphane répondre. Je pense que ces limaces et tout ça ne sont pas morts, ils se sont simplement déplacés, ils se sont protégés.
c'est pas comme les animaux, comme les vaches ou les poules et tout ça, ils sont pas encadrés dans un secteur. Donc tout ce qui a aujourd'hui, nous, on a un parc éolien en mer qui est en train de se créer. Là, ils ont commencé à poser des éoliennes en plein dans un lieu de Coquille Saint-Jacques. Donc les coquilles Saint-Jacques, le préfet nous a bien dit que les ondes et les champs magnétiques ne tuaient pas les coquilles Saint-Jacques. Non, mais elles vont pas rester là, c'est tout. Elles vont se protéger. Les animaux ont chez moi, même les vaches, j'avais des petits veaux qui naissaient au champ, même au bout de quelques heures, les petits veaux quittaient leur mère pour aller dans un bois se réfugier et rester mourir à 200 mètres de leur mère. Parce que tout simplement, le lieu où ils étaient, il n'était pas bon et ils allaient se protéger. Et la maman ne les appelait pas pour revenir. Et donc, il y a. Enfin, c'est super dur à vivre parce que le vivant est perdu, quoi. J'ai vu qu'il y avait une question pour toi, Stéphane. J'ai vu en pop-up. Oui, Monsieur Lebéchec, y a-t-il des éoliennes qui vous impactent, des compléments d'énergie fossile pour pallier quand il n'y a pas de vent? Ah, y Oh, je a-t-il peut-être des éoliennes qui vous impactent, des compléments d'énergie fossile pour pallier quand il n'y a pas de vent? comprends pas la question. On n'est pas relié à l'éolienne directement, hein. On a le réseau électrique, donc enfin, nous, là maintenant, c'est au gaz, il y a une centrale à gaz, parce que justement, les éoliennes, elles ne fonctionnent pas seules. Quand elles ne fonctionnent pas, il y a une centrale qui a été créée pour ces choses-là. On en a une qui a été créée en Bretagne parce qu'on développait l'éolien, parce que l'éolien seul ne fonctionne pas, comme les panneaux solaires ne fonctionnent pas seuls non plus. C'est intermittent, hein. Et puis, bon, je ne sais pas comment c'est vendu l'éolien chez vous, mais en fait, en France, on nous vend ça comme de l'or en barre, mais ça produit 25% de leur capacité, et encore quand il y a du vent. Donc, je pense que la question, c'était pour savoir si, en plus des éoliennes, vous aviez aussi une usine à gaz pas très loin pour complémenter, mais peut-être qu'elle est plus loin, c'est parce que tout est relié ensemble avec le réseau de France. Vous n'avez pas besoin d'avoir la Oui, centrale près pour que ça pallie aux éoliennes, c'est ce que je comprends. oui, oui. Et puis en France, on a une autre chose aussi qui est certainement problématique et qui n'a pas été étudiée, c'est qu'en fait, nous, toutes les déperditions du réseau électrique dans les lignes aux tensions qu'on a, tout le trop produit repart à la source, mais par la terre. Donc, on n'a pas de câble qui renvoie aux centrales. Donc, tous ces nuisances-là passent forcément par les sols. Et puis, si on a des sols qui sont non conducteurs ou sur Moi, je suis sur mon sous-sol, il y a de l'eau, et puis je suis sur un filon de minerais, dont un filon de zinc. Donc, tous ces différents éléments font batterie. Mais tout, en fait, quand on regarde tout ça, ce qui est triste, c'est que tout s'explique. Et on ne cherche pas, les pouvoirs publics aujourd'hui ne cherchent pas à corriger. Parce qu'en France, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, quand on a une nuisance, c'est à nous de démontrer qu'il y a bien une nuisance. Par contre, en Europe, c'est l'inverse. C'est quand il y a plusieurs cas similaires, on peut attaquer le promoteur au niveau du tribunal, parce que c'est à lui de démontrer, comme il y a plusieurs, mais c'est pas les mêmes législations en Europe et en France. Et donc là, nous, on est soumis, de toute façon, on voit bien, en plus, dans tous les cas de figure qu'on a aujourd'hui, tous ceux qui sont passés aux tribunaux, même on a des amis, là, comme sur une antenne où il a vendu tous ses bêtes, il n'a plus de bêtes, il a gagné au tribunal, il a gagné dans tous les tribunaux, mais c'est le Conseil d'État qui a annulé la décision de justice. Donc aujourd'hui, on est face, il n'y a même plus de justice en France, en fait. Enfin, dans ce qui est arrivé aujourd'hui au niveau de l'éolien, au niveau des antennes, c'est devenu un besoin pour fonctionner. L'État a jugé ça. Et puis aujourd'hui, il n'y a pas de recours contre ça. Donc on est sacrifié, hein. Stéphane, je vois qu'il y a une question d'un monsieur qui lève la main. Oui, vous pouvez y aller, Monsieur Desilets. Moi, ma question, on a parlé beaucoup là, de quand les éoliennes sont en fonction, mais lors de la construction de ces éoliennes-là, est-ce qu'il y a des problèmes particuliers, là, tant au niveau des humains qu'au niveau des animaux à proximité? Oui.
Oui, tout à fait. Je me permets de répondre, Stéphane. Par Vas-y. exemple, au niveau du parc des Quatre Seigneurs, on a constaté, j'ai recueilli des témoignages, les problèmes ont démarré dès la construction. Parce qu'il y a une fracturation de la roche au niveau de l'installation du socle qui a commencé à poser problème. Ensuite, j'ai expliqué la hauteur de l'éolienne pose problème également. Euh, donc, je suppose qu'il y a un lien avec tout ça. Mais oui, les problèmes ont commencé dès le début. Alors, encore une fois, c'est pas partout, hein. L'exploitation que j'ai été voir il y a une dizaine de jours, ça a démarré, les problèmes ont démarré quand ils ont fait le terrassement, hein. On ne parle pas de béton ni rien. Quand ils ont, donc, on parle sur la fracture et ils ont percé en fait la nappe phréatique et l'eau est sortie, comme sur le parc des Quatre Seigneurs d'ailleurs. On est dans le Oui, même cas de figure. dans le même cas de figure. Et je voulais préciser, monsieur, on a constaté avec Stéphane également, et on ne sait pas pourquoi, que sur les endroits les plus impactés, donc on pense qu'il y a un lien avec la fracturation de la roche. Donc, je vous ai dit les éoliennes plus en hauteur, la faille d'eau, la ferme en contrebas, et sur la carte, une carrière. Systématiquement, il y a une carrière dans le secteur. À moins de 5 km des exploitations impactées. Une carrière à chaque fois. Donc, il y a quelque chose sur la fracturation des roches. OK, merci. Une question de Marc-Olivier. À quelle distance des éoliennes est-ce que les champs parasites peuvent être observés? 1 km, 2 km, 5 km? Alors, ça dépend vraiment de la situation. Donc, certains scientifiques vous diront que c'est sur des kilomètres. Moi, j'ai constaté que, enfin, en tout cas, les témoignages que j'ai recueillis, moi, tu diras, Stéphane, si je suis allée jusqu'à 5-6 kilomètres à peu près, avec des problèmes liés notamment aux câbles enterrés qui rejoignent des postes sources. Le poste source, c'est l'endroit où on centralise l'électricité qui a été fabriquée. Et donc, du coup, entre le poste source et les câbles enterrés, puis les nouveaux parcs éoliens, là, on rencontre des problèmes parfois tout le long de la ligne. Par exemple, sur le parc des Quatre Seigneurs, c'est ce que disent les riverains. C'est-à-dire qu'il y a les riverains qui ont des problèmes tout le long de la ligne des câbles enterrés. Donc, il faut aussi faire attention à où les câbles sont enterrés. Et donc, ça peut être sur plusieurs kilomètres. Moi, mon exploitation, elle est à 10 km des éoliennes, hein, et je suis impacté, hein. Et je suis en contrebas comme ce qu'on dit Oui. depuis. Et à 300 mètres d'une carrière. Une autre question, est-ce que les champs électromagnétiques ont eu des impacts sur la qualité des récoltes, sur le soya, l'avoine, le blé, par exemple? Alors, non. Enfin, pour ce que j'ai en témoignage, je réponds en témoignage et tu réponds en agriculteur. En revanche, j'ai recueilli, c'est sur ma page Facebook aussi, témoignages de céréaliers qui ont investi dans des machines très performantes pour notamment déposer les graines dans les champs. Donc, ce sont des tracteurs haut de gamme qui valent très cher. Stéphane, tu donneras le prix. Et en fait, ils sont équipés de GPS très particuliers. Et le problème, c'est qu'avec ce sont des gens qui ont pris des éoliennes sur leur terrain, mais il va falloir qu'ils choisissent parce que le tracteur, il fonctionne pas. Le GPS ne peut pas fonctionner avec les éoliennes en parallèle. Donc, voilà, c'est ce que j'ai recueilli moi. Stéphane, qu'est-ce que tu as comme info sur ça? Alors, moi, chez moi, par exemple, les pommes de terre, ça ne germe pas. Je ne peux pas avoir de pommes de terre sur mon exploitation. On a vu d'autres situations où c'est la févrole, donc une légumineuse qui ne germe pas non plus. Et chez mes voisines, en fait, il y a des potimarrons. En fait, ils se dessèchent à l'intérieur. Ils sont en poudre à l'intérieur. Et sur des lignes, par contre, bien précises. Mais moi, j'ai des pommes de terre qui n'ont pas germé du tout. Non, merci. Je vois que M. Desley a une autre question. Oui, je voulais savoir, le câblage qui vient de ces éoliennes-là, dépendamment de où ce que les parcs sont situés, ça peut arriver qu'ils ne fassent pas ça dans les emprises des municipalités, des chemins. Ça passe tout près des résidences. Est-ce que ça a un impact sur les résidents qui sont à proximité de ces filages-là? Oui, tout à fait. Alors, en France, pour essayer de ne pas passer par les propriétés privées, parce que c'est compliqué de demander des passages, la plupart du temps, les promoteurs
et le système électrique, etc., passe par les bords des routes départementales. Donc, j'ai recueilli des témoignages de personnes qui habitent au bord des routes départementales et donc qui sont impactées par des lignes qui sont enterrées, une première, une deuxième, une troisième. Et là, oui, la santé des personnes, ces personnes se plaignent, mais encore une fois, ça n'est pas reconnu. Dans votre livre, vous parlez d'une école où il y a eu beaucoup d'enfants qui sont tombés malades, qui ont eu des cancers et plusieurs décès. Et Oui, même dans ce cas-là, ça n'a pas été reconnu une fois que ça a été nommé que les câbles avaient été enterrés sous l'école. alors, donc là, vous faites allusion au témoignage que j'ai recueilli à Sainte-Pazanne. Alors, j'ai travaillé de concert avec le collectif des enfants malades de Sainte-Pazanne. On a été interrogé et entendu à l'Assemblée nationale à ce sujet, chacun d'entre nous représentant un polluant. Parce que je ne peux pas dire les enfants sont tombés malades à cause des câbles enterrés. Il y a ici aussi un effet cocktail avec peut-être une partie sur les pesticides, peut-être une partie sur l'électricité, etc. Je précise, je vais répondre en deux temps. À l'ARS, il y a une chose qui est quand même assez hallucinante et que nous avons découvert en travaillant ensemble, qui est qu'à l'ARS, l'ARS ne reconnaît pas pour l'instant l'effet cocktail. C'est-à-dire que, par exemple, l'ARS va dire, si vous mettez 3 gouttes d'acide chlorhydrique dans un litre d'eau, vous êtes très malade et vous pouvez mourir. Et puis, si vous mettez 3 gouttes d'un autre poison d'arsenic dans un litre d'eau, vous êtes très malade et vous pouvez mourir. Mais par contre, il n'y a pas d'étude de fait avec 3 gouttes d'acide chlorhydrique plus 3 gouttes d'arsenic. Le tout ensemble. Donc, ce tout ensemble n'a pas été du tout étudié. Ça, c'est le premier point. Pour la bonne raison que l'ARS étudie les poisons séparément. Et ce que nous demandons avec le collectif des enfants malades, c'est que l'ensemble des polluants soit étudié ensemble avec cette notion d'effet cocktail. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, et que j'ai découvert vraiment complètement par hasard, qui est que donc j'ai pris ma carte, j'ai placé les parcs éoliens qui sont environ à 6 km du village, je les ai positionnés sur la carte, j'ai positionné le poste source qui est juste à côté de l'école et donc du coup également les câbles enterrés. Alors la liste des câbles enterrés, je les ai obtenus par une personne d'Enedis dont évidemment je ne citerai pas le nom. Enedis, c'est si vous voulez, c'est les fournisseurs d'électricité en France, pour vous expliquer en gros. Du coup, j'ai obtenu ces plans. Je me suis aperçue qu'il y avait des câbles qui passaient sous l'école, mais la personne du collectif des enfants malades n'était pas au courant. Et le maire lui avait dit qu'il n'y avait pas de câble. Et également, Enedis lui avait dit qu'il n'y avait pas de câble. Elle est allée avec les plans que j'ai fournis. Et au bout de 6 mois, ils ont dit, ah bah, il y a peut-être un câble. Ah bah, finalement, il y en a 2. Et puis finalement, il y en avait 3. Bon, alors moi, voilà, on s'est tous interrogés. Pourquoi est-ce qu'ils ne nous ont pas dit directement qu'il y avait des câbles? Pourquoi est-ce qu'il y avait une espèce de volonté est-ce que c'était caché? Le maire était visiblement pas au courant. C'est ce qu'il m'a dit, en tout cas, quand je l'ai rencontré à l'Assemblée nationale. Il disait qu'il ne savait pas. Moi, je veux bien le croire. Mais ce qui est bizarre, c'est que personne n'a l'air de savoir qu'il y a des câbles qui passent sous l'école. Voilà. Donc, tout ce que je peux faire, c'est donner l'alerte, dire que l'effet cocktail, il n'est pas reconnu, il faut le reconnaître. Et les câbles enterrés, il faut savoir où ils passent, essayer d'étudier l'impact. Qu'est-ce qui se passe quand on a 80 000 volts à 80 cm sous les pieds de personnes enterrées à 80 cm? Est-ce qu'il n'y a pas d'effet du tout? Est-ce qu'il y a un effet? Il faut étudier. Merci pour votre réponse. Quelqu'un demande, est-ce que vous avez remarqué un impact sur les insectes pollinisateurs? Alors, j'ai recueilli un témoignage d'un apiculteur qui a témoigné en voulant changer son nom parce qu'il cherchait à vendre son exploitation. Toujours ce problème, voilà. Et oui, lui, il avait constaté des problèmes sur les insectes pollinisateurs. Je n'ai qu'un seul témoignage à ce sujet. Donc après, ça n'est qu'un témoignage, mais par contre, lui, il a perdu ses ruches. À partir du moment où les éoliennes se sont mises en route. Justement, par rapport aux abeilles, ce qui, moi, me surprend par rapport aux végétaux, parce que chez moi, il n'y a pas d'abeilles, il n'y a pas d'insectes du tout. Et en fait, les
les ronces, eh ben, on a des murs partout. Ils sont quand même pollinisés. Donc, alors, est-ce que la nature fait bien les choses qu'on pense mais sur les fleurs des ronces, il n'y a pas d'insectes du tout et il y a des murs. Ça interroge aussi parce que c'est possible que les végétaux s'adaptent aussi à leur environnement, en fait. Une autre question, est-ce vrai que les éoliennes tuent les chauves-souris? À ce sujet, Madame Drouin, si vous m'envoyez un courriel, je vous enverrai 2 études qui m'ont été fournies là-dessus. Alors moi, je réponds oui par rapport à Oui, ces oui, études-là, mais je vous laisse répondre aussi. oui, alors c'est tout simple. Les éoliennes, il n'y a pas que les chauves-souris, notamment également tout ce qui est oiseaux de proie qui volent en tournant. Donc sur ma page Facebook, c'est pareil, dès que j'ai un témoignage dans ce sens-là, je le mentionne. Alors, il y a des études qui montrent que les éoliennes ne tuent pas, enfin, c'est ce qui est dit, c'est ça ne tue pas plus d'oiseaux que d'autres types d'installations, etc. Le problème, c'est que ça tue un type d'oiseau en général plutôt rare, c'est-à-dire par exemple les oiseaux de proie comme le milan noir, le milan royal, pour donner des exemples, et effectivement les chauves-souris qui donc se repèrent avec des champs électromagnétiques. Également, plus étonnant, j'ai recueilli le témoignage de plusieurs colombophiles. Donc, ce sont des personnes qui élèvent des pigeons voyageurs et ils ont constaté des problèmes sur les pigeons voyageurs. Alors, les pigeons voyageurs, il faut savoir qu'ils se repèrent avec les vibrations de l'écorce terrestre. Et les personnes dont j'ai recueilli les témoignages sont des personnes qui vivent complètement cernées par des parcs éoliens qui sont gigantesques, dans l'Aisne, au nord de la France. Et là, à cet endroit-là, les pigeons, ils ne savent plus où passer. Et surtout, ils n'arrivent pas à se repérer. Pigeons voyageurs, ils n'arrivent pas à revenir dans leur pigeonnier. Une question, est-ce que le prix du vent est disponible en librairie? Alors moi, ma recherche ici au Québec, oui, c'est disponible en librairie, mais j'en ai pas vu en stock. Il fallait attendre de 2 à 12 semaines et quand j'ai fait ma commande, c'était plutôt 12 semaines. Donc, j'ai trouvé d'autres dispositions. J'ai plusieurs amis qui arrivent de France cet été, donc j'en ai fait mettre dans les bagages parce que ça coûte cher aussi de transport autrement. Donc, nous, on en a commandé. On va en recevoir d'autres au mois d'août. Donc, vous pouvez passer par nous en nous envoyant un courriel au comité. Mais sinon, je sais que Renaud Bré, plusieurs librairies peuvent aussi vous les commander. Oui, en France, c'est disponible dans toutes les librairies. Également, j'ai écrit un roman qui s'appelle Les Pentes et qui se projette sur ce qui va se passer en 2050. Je vous montre simplement juste voilà, la couverture. Donc, j'ai volontairement écrit ce récit pour essayer d'alerter. Voilà, si on fait rien, qu'est-ce qui va se passer en 2050? C'est la suite. Enfin, alors là, par contre, c'est une fiction. Hein, alors que je vais la te reprendre sur librairie. ton livre. Je vais te reprendre sur ta fiction parce que Sioux dit c'est la suite et en fait il est sorti avant le prix du vent. Oui. Et quand on le lit au départ, on se dit il est sorti déjà depuis le mois de novembre qui était En sorti. 2019. Oui. Quand il est sorti, déjà on se disait oui c'est plutôt c'est une fiction, c'est une fiction. Et puis c'est plus une fiction, c'est une réalité aujourd'hui. Oui, en fait, on a l'impression que petit à petit, les personnes qui le lisent se disent, zut, en fait, on est dedans. On est dedans. On est dedans. Et c'est pas 2050, c'est maintenant. Voilà. J'aimerais revenir au point de départ, si vous permettez. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, j'entends. Le point de départ, c'est où nous sommes présentement au Québec. Les promoteurs, on les appelle les promoteurs, ils essaient de nous faire avaler leurs projets. Ils font miroiter des revenus intéressants pour les municipalités. Oui. Toutes les municipalités ont des projets. Ceux qui en bénéficient vont être les agriculteurs qui ont assez grand de terre pour installer les éoliennes.
Euh, je me demande comment ça que vous, en France, vous êtes pris avec ce problème-là. Est-ce qu'on vous a contacté avant de vous imposer des éoliennes chez vous? Est-ce que vous pourriez me faire un petit Alors, topo là-dessus? oui, bien sûr. Alors, Stéphane, je vais essayer d'expliquer Vas-y, comment ça marche, si tu permets. Je vas-y. peux? Oui, oui, Alors, vas-y, en vas-y, gros, je te si vous donnerai les chiffres voulez, après. en France, et tu vas ponctuer, en Ouais. France, ce qui se passe, monsieur, c'est que euh, la, les mairies sont contactées pour ce qu'on appelle une étude. Alors, les maires, ils sont rassurés parce qu'ils disent c'est juste une étude. Mais en fait, l'étude vaut pour accord, si vous voulez. Et ensuite, à partir de là, le promoteur va démarcher effectivement des agriculteurs et leur proposer de l'argent et un contrat qui va les lier complètement aux promoteurs éoliens. Alors, ce contrat, évidemment, est alléchant, donc il y a de l'argent qui est proposé. Les agriculteurs sont contents d'avoir de l'argent. Et puis, on propose aussi de l'argent aux mairies. Alors, l'argent, en général, c'est sous forme d'aide. Alors, on refait la toiture de l'église, le mur du cimetière, et puis, alors, on fait des stades de foot à plus savoir qu'en faire, etc. Je précise que des promoteurs éoliens sont venus jusqu'à chez moi en Auvergne pour me proposer de l'argent. Alors, ce n'était pas de l'argent, mais c'était pour refaire le toit de ma grange et également pour planter des grands arbres, etc., contre mon silence. Donc, là, je cite, c'était contre mon silence. Donc, le phénomène, il est comme ça. Alors après, ça crée dans les villages d'énormes tensions parce qu'il y a ceux qui vont bénéficier, ceux qui ne bénéficient pas et qui, en gros, sont victimes du système. Mais ce que je trouve encore pire, c'est que, et ça crée une atmosphère qui est terrible, c'est qu'il y a des personnes qui ont pris des éoliennes sur leur champ. Et par exemple, j'ai été récemment en conférence avec une dame qui s'appelle Céline Bouvet, que Stéphane connaît. C'est une agricultrice qui a pris des éoliennes sur ses terres. Elle n'a plus d'exploitation. Elle a perdu son exploitation parce que ses bêtes sont mortes. Et le problème, c'est que on lui tire à bout portant dessus parce qu'on lui dit, bah, tant pis pour toi, tu n'avais qu'à pas prendre d'éoliennes si vous voulez. Je caricature pour que vous compreniez. Donc, ça crée une espèce de guerre entre ceux qui ont pris, ceux qui regrettent, ceux qui touchent un peu, ceux qui également regrettent parce qu'ils touchent un peu, mais ils ne touchent pas autant que ce qu'on leur avait promis. Parce que par rapport à ce qui est promis, il y a la réalité qui est que quand il n'y a pas de vent, eh ben, il n'y a pas d'argent qui tombe. Et cette réalité-là, elle n'est forcément pas bien mise en évidence par les promoteurs. Et je te laisse rajouter quelque chose, Stéphane, par rapport à Oui, ça. juste parce qu'en fait, j'ai un ami qui devait mettre des éoliennes sur son exploitation, il devait mettre 2 éoliennes. C'est surtout pour parler chiffres, en fait, parce que là, finalement, le projet est annulé. Lui, avec ses 2 éoliennes, il devait récupérer 22 000 euros par an. La commune, donc la mairie, devait récupérer 43 000 euros et la région 83 000 euros. Donc en fait, c'est des sommes d'argent aujourd'hui qui sont plus importantes pour les mairies et les régions. Et c'est pour ça que ça incite un peu tout le monde à… Les maires sont peut-être pas pour, mais finalement c'est de l'argent, puisque en fait l'État donne de moins en moins d'argent aux mairies, ont de moins en moins de moyens pour leurs voiries, pour leurs bâtiments communaux. Donc c'est de l'argent un peu, c'est du pain béni qui arrive un peu. Et aujourd'hui, les promoteurs éoliens, bon, je ne sais pas sur d'autres régions de France, mais surtout en Bretagne, toujours ça se fait et ça se développe de plus en plus. En fait, bah, les promoteurs éoliens mettent des caisses participatives. En fait, chacun peut prendre des actions à 300, 500 euros. Et donc, tout le monde devient actionnaire de ce parc éolien. Donc, en fait, c'est acheter ni plus ni moins le silence, parce que quand vous avez une éolienne, en fait, vous avez participé à une éolienne, vous n'allez pas dire qu'il y a un problème derrière. Ça ne fait pas bien, quoi. Un des deux promoteurs était EDF en passant. Comment? Je n'ai pas compris. C'est une J'ai question? dit, en passant, un des deux promoteurs que j'ai rencontré, EDF? qui nous a rencontrés était EDF. Comme quoi, ce sont des multinationales. Bien sûr. Bien sûr. Nous, on ne rencontre pas EDF en France. Je ne crois pas. Pas à ma connaissance. Alors, également,
il n'y a pas sur le terrain, une fois les éoliennes construites, il n'y a pas de création d'emplois, puisque les éoliennes sont téléguidées en général à distance. En tout cas, dans mon secteur, c'est le cas. Donc, une fois qu'elles sont implantées, bah, ceux qui ont des problèmes, ils ont que les yeux pour pleurer. Et puis, il n'y a pas de, si vous voulez, par exemple, par rapport à un barrage hydraulique qui peut créer du travail pour un village, etc. autour. Là, il n'y a pas de création d'emplois particulière sur les parcs. Je vais vous nommer une dernière question pour qu'on n'étire pas trop ce temps-là, malgré que c'est passionnant et qu'on pourra en parler encore très longtemps. Alors ici, on est dans une région migratoire, les bernaches, les oies blanches, il y a des canards aussi. Alors, il y a deux personnes qui posent la question, là, est-ce que vous avez vu des effets sur les migrations d'oiseaux? Oui, tout à fait. Regardez sur ma page Facebook, je viens de rentrer une photographie dans le Jura, un milan. Le milan, c'est un oiseau qui se déplace. Et le milan, il était en pleine période de reproduction et il n'y a plus de milan. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Alors oui, alors le promoteur va vous dire, il y a un flux migratoire, on va déplacer l'éolienne. Donc en général, ils déplacent ou ils enlèvent une éolienne. Maintenant, moi, je vous pose la question, est-ce que l'oiseau sait lire les panneaux? Est-ce qu'on va lui dire, il faut passer à droite, il va passer à droite? J'ai quelques doutes par rapport aux témoignages que je recueille avec les oiseaux qui se font hacher menu par les pales, hein, parce que quand l'oiseau est concentré, soit sur sa direction, soit sur la proie qui est sur le sol et qu'il a envie d'attraper, il ne regarde pas si la pale est en train de passer ou pas. Alors, merci pour ces informations-là. On va aller visiter votre page Facebook. On va la partager aussi sur notre page pour qu'on puisse aller voir ces informations-là que vous partagez. Alors, vous pouvez également aller voir le site de Stéphane, qui est très bien fait, qui s'appelle La Faille est dans le pré. Et donc, vous trouverez également des choses plus précises sur le monde de l'agriculture et les problèmes de champs électromagnétiques. Parfait. Alors, on note ça, La Faille est dans le pré. Merci beaucoup. Et je note le dernier commentaire là, qui a été écrit, qu'il y a des tensions. Ce que vous expliquez, là, les chicanes entre les agriculteurs, les gens qui étaient pour ou contre les éoliennes, ben, quelqu'un écrit ici, les tensions sont déjà là, car même les enfants se chicanent entre eux, car les enfants savent de qui le papa a signé l'entente avec les promoteurs éoliens, des couples. Oui, et ça c'est terrible, ça n'est pas chiffré, mais est-ce que l'installation de ces usines vaut le bien-être de nos villages? Je me le demande, voilà. C'est triste de voir que des villages entiers se déchirent pour des questions financières et voilà, ça sera peut-être le mot de la fin. Alors, il y a eu beaucoup, il y a quelqu'un qui dit on se dit la même chose, on se demande la même chose, tout à fait. Oui. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont écrit très intéressant. Merci beaucoup, merci pour votre générosité. Alors, je remercie à tout le monde qui était présent pour écouter ces informations-là et s'informer, c'est vraiment important. Et merci à vous de généreusement partager votre expérience pour que d'autres personnes puissent éviter les mêmes pièges. Merci beaucoup. Merci. Merci.